CCS pour… Voilà. Ah oui, oui, on enregistre, ce sera enregistré et diffusé sur les chaînes YouTube de la CCS à l'issue donc de cet après-midi. Donc pour commencer, Thierry Libard, le président de la CCS, va faire quelques mots, puis ensuite on donnera la parole à Sylvain Laurence, directeur de recherche à l'EHESS, qui fera la petite keynote autour de l'astroturf, un objet communicationnel non identifié. Scientifique plutôt non identifié. Thierry ? Bien, bonjour à toutes et à tous. Pour démarrer, peut-être, je pense déjà que si vous êtes tous là, c'est que le sujet de l'astroturf vous parle. Néanmoins, peut-être rappeler les bases. Donc, AstroTurf, c'est 1986. C'est Lloyd Bentsen, un sénateur texan aux États-Unis, qui, pour la première fois, utilise ce terme pour désigner un mouvement citoyen qui lui paraissait totalement artificiel. En sciences de l'information et de la communication, l'astroturfing désigne une technique de communication qui vise à occulter la source réelle d'un message pour lui conférer davantage de légitimité. Et en fait, on voit qu'il y a deux éléments un peu constitutifs de l'astroturfing. Il y a d'abord ce premier point qui est la dissimulation de la source, et le deuxième, ce qui est l'utilisation qui peut apparaître illégitime d'une autre identité. Le sujet de l'astroturfing a un peu émergé au début des années 2010, principalement avec l'ouvrage d'Eric Conway, Naomi Oreskes, Les marchands de doute, donc de 2010 aux États-Unis, 2012 en France. Et puis en France, beaucoup les travaux, justement, Stéphane Foucard, Stéphane Aurel et avec le dernier livre de Sylvain Laurens, les gardiens de la raison. AstroTurf, il y a un sujet quand même avec la dénomination, le mot astroturfing, parce que comme ça désigne originellement, astroturfing, c'était la marque d'un gazon synthétique. C'était beaucoup employé sur les sujets de greenwashing, un peu dans une sphère environnementale. Et on voit qu'en fait, le phénomène de l'astroturfing est juste un tout petit peu plus complexe et que peut-être une majorité de sujets, de points liés à l'astroturfing, c'est plutôt la présentation d'une légitimité académique de recherche, presque comme s'il suffirait de créer une association et de l'appeler institut, si possible international, voire même académie, mais dans ce cas-là, il faudrait que nous-mêmes on fasse notre mea culpa. Mais en tout cas, une réflexion sur les termes, beaucoup employés donc sur le point de la recherche, sur le sujet de l'environnement, mais pas seulement. Par exemple, sur un sujet comme celui de la communication de crise, on avait pu voir que l'astroturfing faisait partie de stratégies de communication de crise de certaines entreprises pour faire monter en communication interne leurs salariés en défense même de leur organisation et de la sauvegarde de la réputation. On voit, et on va le voir de plus en plus avec l'approche de l'élection présidentielle, que c'est un sujet qui tombe aussi dans le domaine politique. On a eu l'exemple à Paris avec le hashtag Saccage Paris, même si on a toujours un peu de mal à voir ce qui est derrière. Et peut-être que l'astroturfing, ce n'est pas seulement la création d'une fausse identité, c'est aussi essayer de relayer et de rebondir sur un mouvement citoyen pour lui conférer davantage d'ampleur. Donc en tout cas, un phénomène de plus en plus important, technique de relations publiques. Simplement rappeler que dans notre académie, là c'est le 4e séminaire que nous faisons, le sujet n'est pas de dénoncer, parce que ce serait peut-être un peu trop facile. On essaie plutôt d'essayer d'identifier, de creuser, de rechercher vraiment ce qu'il y a derrière un phénomène pour bien en comprendre les déterminants, les aboutissants. Mais donc, l'approche qu'on a dans l'Académie des controverses et de la communication sensible, c'est justement de se saisir de sujets à controverse, mais de l'analyser de manière la plus rigoureuse et scientifique possible. Voilà, et je précise que l'ensemble de nos interventions de cet après-midi sont enregistrées et feront l'objet
d'un compte rendu, on n'appelle pas ça des actes. Oui, je t'en prie, j'écoute, mais je ne suis pas filmée, tout va bien. C'est 3 pages pour chaque Et je voulais te dire, a priori, notre séminaire de cet après-midi, on publiera les comptes rendus de l'ensemble des interventions, et les interventions sont enregistrées et seront mises en ligne sur notre chaîne YouTube. Mais pour ne pas passer trop de temps, je propose de passer immédiatement la parole à juste un instant, qui va présenter la première intervention, celle de Sylvain Laurence. François, je voudrais rappeler à tout le monde de fermer son micro, sauf quand on parle. Sinon, ça fait de l'interférence. Merci. Oui. Merci Bernard pour le petit rappel. Effectivement, donc on va donner la parole tout de suite à Sylvain Laurence, donc, qui est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Donc, comme le rappelait Thierry, il a publié récemment un ouvrage autour de cette question, mais plus large aussi, autour des enjeux liés à l'argument scientifique, à son détournement dans la sphère sociale autour de certains enjeux, avec les 2 journalistes du Monde, Stéphane Foucard et Stéphane Aurel, les 2 Stéphane. Il nous fait le plaisir de faire cette première communication d'ouverture, puis on enchaînera ensuite sur la première table ronde, qui est autour de la typologie des tactiques et des médias, et que j'aurai le plaisir de modérer. Puis donc là, Sylvain, je vais vous laisser la parole pour voilà, une vingtaine de minutes à peu près, puis ensuite un échange avec nos participants. C'est aussi l'enjeu à chaque fois, comme je le rappelle, de la CCS, c'est d'être un espace d'échange, de discussion. Donc, autant que faire se peut, de pouvoir susciter les réactions et de ne pas hésiter justement à la fin de la présentation à poser des questions et à échanger avec les intervenants. Donc, voilà. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Si c'est le cas, je poursuis. Donc, merci tout d'abord à l'Académie, puis à François Hubert pour cette invitation. J'étais content de pouvoir revenir un peu sur ces sujets-là, parce que l'astroturf, je l'ai croisé sur plusieurs terrains, et il n'y a pas beaucoup d'endroits où les gens s'intéressent à ces sujets et considèrent que c'est digne d'intérêt et d'en faire un véritable séminaire en entier. Là, je regardais dans mes archives, j'ai fait peut-être 3 interventions sur l'astroturf précisément depuis 2011. Il y a finalement peu de gens qui travailler là-dessus, et donc c'est vraiment très bien que le choix ait été fait aujourd'hui de porter sur ça. Alors, j'ai préparé une petite présentation, mais je pense que je ne vais pas faire tous les slides, sinon on va tous s'endormir. Je vais juste peut-être prendre les 2-3 points un peu saillants que j'avais proposés. Alors, tout d'abord, peut-être dire un mot. Effectivement, je voulais faire un petit enjeu de définition, ça a été fait en introduction, mais le terme d'astroturf, comme ça m'a été précisé, ça vient donc du sénateur Lloyd Bentsen, qui en 1985 voit arriver d'un coup tout un tas de lettres types envoyées par des citoyens qui, soi-disant, s'opposent à une réforme de l'assurance et des assurances, et toutes ces lettres ont le même format, les mêmes types, et donc il utilise cette expression d'astroturf en opposition au départ à grassroots, c'est-à-dire il dit je ne vais pas confondre du faux gazon finalement avec quelque chose qui aurait des racines profondes. Et grassroots, ça renvoie là vraiment à l'idée d'un mouvement social qui aurait une assise sociale en profondeur dans la société, en opposition à effectivement ce qui était une forme de marque de gazon. Depuis, il y a eu peu de travaux qui sont intéressés à ça. Il y a Sharon Bader qui propose de définir l'astroturf comme une opération qui vise à donner l'apparence dans un débat public d'une prise de parole désintéressée ou émanant de consommateurs. Mais je propose, voilà, dans cette petite note d'introduction, peut-être de proposer d'aller un peu plus loin dans le type de définition, et peut-être aussi d'articuler ça avec une sociologie plus large des groupes d'intérêt. Parce que je pense qu'un des enjeux pour comprendre ce qu'est un astroturf et à quoi ça sert et pourquoi il y en a, c'est de le réinsérer dans la panoplie des autres formes de mobilisation ou d'influence possibles dont disposent les entreprises pour leur influence. Alors, moi, un des premiers papiers qui m'avait marqué, c'est un papier écrit par un garçon qui s'appelle Jonathan Matthews, qui avait suivi et couvert le sommet de la Terre en 2012 à Johannesburg. Donc, il avait fait un papier dans un livre
en anglais, je suis plutôt presse, qui revenait sur ce qu'ils appelaient à l'époque les fake persuaders, donc les faux influenceurs ou lobbyistes. Et il revenait sur ce sommet de la Terre en montrant qu'il y avait des paysans de différents pays, d'Afrique, d'Asie du Sud-Est, d'Amérique latine, qui s'étaient rassemblés à Johannesburg spontanément, entre guillemets, pour dire non à ce qu'ils appelaient sur la banderole l'éco-impérialisme, c'est-à-dire l'environnementalisme qui serait contre notamment la diffusion des OGM, parce qu'eux auraient besoin des OGM dans leur pays pour nourrir leur population. Et donc, en fait, ce mouvement était une apparence spontanée, et Jonathan Matthews avait fait retracer un peu la genèse de ce mouvement, et notamment il s'était interrogé sur la possibilité pour des acteurs en fait, de se projeter alors qu'ils viennent de pays relativement pauvres sur un sommet pendant plusieurs jours de façon coordonnée comme mouvement global. Et en fait, il est rapidement apparu qu'il s'agissait d'une campagne menée par Monsanto. Et ce type-là de campagne, on en a encore aujourd'hui des exemples dans différents pays européens autour des mouvements de fermiers. Et donc, c'est des techniques, on va dire, quelque part, qui sont plutôt anciennes. Donc, on parle de 86 pour Betsen, là, on est sur 92. Mais donc, finalement, les logiques sociales derrière, on va peut-être pouvoir en creuser et en faire une filiation peut-être un peu plus longue. Dans tous les cas, la particularité de ce type de mouvement, avant même de dire qu'ils imitent un mouvement social, c'est qu'ils se projettent sur une façade qui est une façade de régulateur. Le mouvement qu'étudie Jonathan Matthews ou même Benson, qui est un sénateur, sont des gens qui sont des cibles parce qu'ils ont un pouvoir de régulation. Ils ont un pouvoir législatif ou ils ont un pouvoir, en tout cas, d'influence sur les marchés et sur le contour d'un marché. Et c'est pour ça qu'ils sont l'objet de ces campagnes-là. Et c'est pour ça que ces paysans se rassemblent à Johannesburg pendant le sommet de la Terre, par exemple, et pas ailleurs. Et donc, un des points que je voudrais défendre dans mon intervention aujourd'hui, c'est que on ne peut pas dissocier la question de l'astroturf des interactions entre marché et régulateur. Et que on est obligé un peu d'élargir la focale pour comprendre ce qui se joue dans la construction de l'astroturf. Alors, j'ai écrit un papier spécifiquement sur l'astroturf dans la revue Critique internationale en 2015, qui est le tout du milieu, là, le numéro 67, donc on peut retrouver sur Cairn. Je peux l'envoyer si quelqu'un m'écrit un mail, je l'envoie en fin d'éléments. Mais les premiers moments où moi j'ai commencé à travailler sur l'astroturf, c'est sur mes travaux sur les groupes d'intérêt à Bruxelles. Et là, la façade de régulateurs sur lesquels finalement ces groupes-là se projetaient, c'était l'espace européen, alors à la fois la Commission européenne, mais aussi le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne, les agences européennes, tout cet univers institutionnel qui est relativement bureaucratique. Et depuis, ça c'était 2015, depuis je tire cette ficelle et comme ça a été dit en introduction, je m'intéresse notamment aujourd'hui sur ce que ça produit l'astroturf sur le plan, on va dire, de l'intervention de l'espace public au nom de la science et au nom des aspects scientifiques. Donc, je vais essayer de piocher un peu dans ces différents terrains pour faire une espèce de picorage, mais en fait, si vous voulez une version plus longue, voilà, ces documents-là sont peut-être un moyen d'approfondir ce que je vais dire ici. Alors, le premier point, c'est que l'astroturf, pour commencer, en fait, il est sans doute à opposer, donc là, je ne vais pas faire tous mes slides habituels sur le lobbying, mais il y a un terme en recherche du groupe d'intérêt, et notamment des rapports entre industriels et administration, qui est quiet politics. Les groupes patronaux, les fédérations industrielles, les confédérations patronales aiment mener une forme de politique locale. C'est ça quand même le point de vue dominant dans la littérature, c'est-à-dire construire un dialogue avec le régulateur qui est plutôt en retrait de l'espace public et qui est un dialogue qui repose sur des canaux, donc qui peuvent être des tables rondes industrielles, comme c'est le cas de l'European Roundtable, de confédérations de patronats nationaux, comme Business Europe, qui est finalement la confédération des patronats. Et si on fait une carte du quartier européen de Bruxelles et qu'on projette dessus tous ces canaux-là, on va avoir une myriade d'interventions possibles du patronat auprès des régulateurs, mais qui ont souvent une forme de confidentialité. C'est-à-dire ça va être un cabinet d'avocats. La plupart des travaux de Mathieu Van Kinkingen sur les cabinets d'affaires mondiaux, la plupart ont une antenne à Bruxelles. Ça va être des cabinets de consultants, de think tanks, des choses qui ont des aspects
des formes d'intervention publique relativement limitées, en tout cas dans le cas bruxellois, on y reviendra dans la discussion, mais qui visent ce qu'on appelle une politique locale, c'est-à-dire une politique qui est en retrait des espaces plus bruyants, à savoir en général plutôt les parlements, où on va vous trouver les activistes qui font des manifestations devant, ou des formes de politique très médiatisées. Et donc, énormément d'intérêts finalement des entreprises se défendent dans des espaces qui sont des espaces relativement bureaucratiques ou technocratiques auprès de personnel de gens qui sont non élus. Donc, on va retrouver des fédérations de chambres de commerce, comme AMCA-MILU, par exemple, qui est assez puissant à Bruxelles, des confédérations nationales qui ont leur propre bureau à Bruxelles, et puis les plus grosses compagnies ont leur propre bureau de lobbying qui vont aller voir des agents de la commission, des cabinets de consulting, et puis un grand nombre de business associations, c'est-à-dire des confédérations d'entreprises. Donc, les plus connus, par exemple, c'est le CEFIC, la Confédération européenne des fédérations de l'industrie chimique, ou l'IFPIA pour les laboratoires pharmaceutiques, Digital Europe pour les entreprises du digital. Et donc, on a des confédérations patronales européennes qui sont en fait des conglomérats d'entreprises et qui vont les défendre auprès de la Commission leurs intérêts. Et donc, l'ASTROTURF dans tout ça, finalement, c'est un peu, on pourrait peut-être le définir un peu comme une forme de stratégie presque opposée, en vérité. C'est-à-dire que quand moi je rentre sur ces questions-là à Bruxelles, ce que je m'aperçois, c'est qu'on a beaucoup d'associations ombrelles. Donc, par exemple, IMA Europe qui défend toutes les formes de métaux, donc avec Eurotalc qui défend le talc, Eurosil qui défend la silice, etc. Donc, on a une forme d'association ombrelle. Et puis, au même endroit, on va avoir 10 salariés qui ont des cartes de visite différentes, qui défendent un peu tous les métaux et toutes les formes d'exploitation, mais en direction de fonctionnaires. Et donc, on a aussi ce qu'on appelle des sociétés de portage. Donc, là aussi, on a tout un marché de la représentation d'intérêts. On peut demander à des entreprises comme Kellen Europe de créer un groupe d'intérêt à Bruxelles. Et donc, finalement, là, on n'est pas dans de l'ASTROTURF, on est dans une forme de représentation sur commande des besoins des entreprises. Ils appellent ça des momies dans le milieu, des groupes d'intérêt qui ne se réveillent que s'il y a un dossier qui est important. Et d'un coup, on va demander à l'association de lobbying, la fausse fédération qu'on a créée auprès de cette société de portage de se réveiller et d'aller voir un fonctionnaire. Donc, il y a tous ces éléments-là. Mais ça, ce n'est pas des ASTROTURF. La particularité de l'ASTROTURF, pour moi, la première, c'est qu'elle sort de ce micro bureaucratique un peu routinisé et dans lequel la monnaie d'échange principale c'est ce qu'a bien montré notamment Stéphane Aurel dans l'intoxication, ce sont des données techniques et scientifiques que les entreprises peuvent apporter aux régulateurs. Et on a comme ça une forme de logique à Bruxelles, qui est que la connaissance de l'administration, la proximité aux agences bureaucratiques, elle va se maintenir et s'entretenir en diffusant des enquêtes scientifiques, en amenant des documents liés au process de production que seules les firmes peuvent fournir finalement, et en se tenant assez éloigné des critiques environnementalistes. Moi, ce que m'expliquait par exemple un lobbyiste de AMCA-MILU, c'est que quand un texte arrive au Parlement européen, en général, on ne va jamais s'opposer aux grands principes politiques qui sont affichés dans un texte. S'il faut sauver l'environnement, s'il faut sauver le climat, ces choses-là ne sont jamais percutées au niveau du Parlement. Au contraire, le groupe d'intérêt est plutôt dans un discours d'habillage et d'accompagnement. Par contre, ce qui se joue, c'est dans l'application concrète de ces dispositifs. Ça va se passer plutôt du côté des agences, et c'est là qu'éventuellement, il y a des choses à faire. J'ajoute au passage que pour les gens qui aiment la sociologie, ce n'est pas du tout des choses nouvelles. C'est-à-dire que ces stratégies-là, si vous disiez Max Weber, Économie de société, écrit à la fin du 19e siècle et traduit en français en 1922, il constatait déjà, Max Weber, que les patrons de l'industrie favorisaient l'administration contre le parlementarisme, parce que dans l'administration, il y avait une dimension plus prévisible. Finalement, on a des interlocuteurs plus stables, on a une calculabilité des investissements qu'on peut faire, on a une forme de rationalisation formelle de l'économie qui se joue du côté des administrations. C'est du côté des administrations qu'on va mettre en place des normes, qu'on va mettre en place des valeurs limites pour l'exposition pour la fabrication des produits, c'est du côté de l'administration qu'on va avoir des règles pour le commerce. Donc, l'ASTROTURF, pour moi, on peut le comprendre que si on comprend que c'est l'autre face de la médaille. C'est l'envers de cette relation-là, mais l'essentiel des gens que je rencontre me racontent d'abord qu'ils rencontrent des industriels. Donc là, par exemple, c'est un slide extrait des réunions internes d'une de ces confédérations patronales. Les réunions internes de ces confédérations patronales aujourd'hui à Bruxelles, elles ressemblent à des réunions où sur 14 personnes, on a 12 personnes qui ont un doctorat en toxicologie et on cherche à viser un dialogue directement avec les agences chimiques européennes en se passant de lobbyistes qui
qui auraient des backgrounds de type Sciences Po ou sciences communicationnelles, mais plutôt des géologistes qui auraient des points de vue du type sciences dures, sciences exactes, pour directement apporter une contradiction, par exemple en écotoxicologie. Ces groupes d'intérêt-là recrutent beaucoup de gens qui ont des backgrounds en sciences dures et qui sont capables d'aller porter cette matière directement, non pas à des parlementaires, mais à des bureaucrates d'agences, notamment à l'Agence chimique européenne. Voilà. Donc, je me permets ce détour pour expliquer que ce que finalement permet l'AstroTurf, c'est d'intervenir dans cet espace-là avec une autre casquette, une casquette qui est complémentaire. C'est une façon rapide de le dire, serait de dire que l'AstroTurf, ce sont de fausses ONG qui sont pilotées par des agences de relations publiques. C'est une façon de le définir un peu brutalement, mais si je le définis comme ça, on ne va pas y arriver. Parce que c'est quoi une vraie ONG? Et c'est quoi un vrai groupe d'intérêt? Quand je parle, par exemple, des groupes patronaux qui sont portés par Kellen Europe, est-ce que ce sont des vrais groupes patronaux? Qu'est-ce que c'est qu'une vraie ONG? Est-ce que c'est une ONG qui n'est pas financée par le privé? Mais en vérité, beaucoup d'ONG sont financées par accèdent de l'argent de l'entreprise, notamment sous une forme philanthropique. Donc, pour trouver une forme de définition, ce que j'avais proposé dans le papier de 2015 pour Critique internationale, c'était de dire déjà, l'AstroTurf, c'est un groupe d'intérêt qui voit ses actions bornées par des entreprises qui lui préexistent. Et que donc, la particularité de l'AstroTurf, c'est qu'il est créé sur commande, finalement, ou à la demande d'entreprises en lien avec des prestataires de relations publiques, mais il y a des entreprises qui préexistent à la création de ce groupe-là. Alors, dans le cas bruxellois, les premiers à avoir repéré, c'est notamment les gens de Corporate Europe Observatory, cette ONG qui milite pour la transparence, qui avait noté dès 2005 l'existence d'un Forum européen des patients, qui était en vérité, on faisait une sociologie rapide de ces cadres, composé que dans un cadre de l'industrie pharmaceutique. Et donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ces arènes réglementaires, que ce soit les sommets de la Terre ou les agences réglementaires européennes, ou même les groupes d'experts de la Commission européenne, on a finalement un problème de fond qui se pose aux régulateurs, qui est que la parole citoyenne est souvent très sous-représentée. Alors, on a des panels, donc les stakeholder committees, les comités des parties prenantes de l'Agence chimique européenne au début des années 2010, c'était 72% de gens qui étaient des représentants de l'industrie et simplement une vingtaine de pourcents de gens qui étaient représentants, entre guillemets, on ouvrait la boîte, c'est encore compliqué, mais de la société civile. Or, on a des institutions qui cherchent à se légitimer en mettant en avant une proximité aux citoyens, et d'autant plus qu'elle n'est pas élue directement. La Commission européenne n'est pas élue, les acteurs de l'Agence chimique européenne non plus. Donc, la notion de société civile est centrale dans beaucoup d'arènes de régulation internationale et dans beaucoup de lieux administratifs, parce qu'elle permet de rattraper finalement une onction élective qui n'a jamais eu lieu, une onction démocratique qui n'est que très souvent au second degré, voire au troisième degré dans un étage institutionnel très complexe, etc. Et donc là, réouvrir la parole aux parties prenantes, aux citoyens, c'est un des leitmotifs finalement de la Commission européenne, qui cherche à avoir à la fois la voix des entreprises pour avoir des données et des éléments, mais aussi la voix des citoyens. Or, si on prend les choses comme je les prends là, en fait, finalement, c'est aussi ce besoin d'avoir une parole de la société civile de par les institutions qui crée un interstice, qui crée un espace possible pour que les opérateurs du marché réinterviennent dans la régulation avec une deuxième casquette. Et donc, tous ces lieux où on va créer des groupes d'experts, on va chercher de faire dialoguer business d'un côté et citizen, pour reprendre les terminologies de l'autre, en fait, sont autant d'espaces dans lesquels les firmes peuvent se projeter avec une technique complémentaire d'influence qui est d'imiter la voix des citoyens. Et c'est d'autant plus facile de le faire qu'on parle d'espaces politiques qui sont des espaces politiques où le coût d'entrée est très, très, très haut pour des acteurs qui seraient des acteurs, on va dire, citoyens avec peu de ressources linguistiques ou même techniques. Donc, si vous prenez le fonctionnement, par exemple, des parties intéressées, donc là, c'est un diagramme que j'ai téléchargé ce matin, c'est les chiffres d'aujourd'hui, on est toujours là sur la structuration des parties prenantes qui sont intéressées au travail de l'Agence chimique européenne. Vous avez 70%, plus de 70%, toujours encore aujourd'hui, qui sont ces associations industrielles que j'ai évoquées au début. Donc, l'industrie est présente déjà sur cette première casquette. Mais si vous ouvrez la boîte Academic Association, la boîte bleue que vous voyez, en fait, c'est ECTOC. Donc, c'est le groupe de toxicologie du CEFIC
qui est un peu une espèce d'expertise transversale. Les environmental NGO, dedans, il y a des entreprises qui sont en vérité pas vraiment des NGO. Et en fait, la difficulté qu'a l'Agence chimique européenne, c'est de faire émerger quelque chose qui n'existe pas finalement, c'est-à-dire un citoyen européen qui aurait des compétences en toxicologie, qui parlerait anglais et qui serait disponible pour aller à Helsinki, parce que l'agence est en Finlande, quasiment la moitié de son temps pour aller discuter de la façon dont on enregistre les substances chimiques très précises au niveau européen. Donc, ce type de citoyen-là, avec toutes ces propriétés-là, n'existe pas. Enfin, et donc, l'Agence chimique européenne, elle paye les déplacements des personnes pour venir à Bruxelles. Elle vous forme pendant 15 jours au fonctionnement de l'agence. Tout ça, c'est pris en charge si vous avez une association à l'Agence chimique européenne qui tient à faire émerger une parole citoyenne sur les produits chimiques. Mais ça n'existe pas. Et on a eu le même problème avec la finance. Qui a des capacités pour discuter en précision des produits dérivés financiers et qui serait un citoyen ordinaire capable de projeter en anglais. En vérité, les gens qui ont ces compétences-là, ils sont embauchés par des banques et ils ont des salaires très élevés qu'une ONG ne peut pas aligner. Donc, il y a un véritable déficit démocratique qui se joue aussi, pas simplement par un côté distant des institutions européennes, mais simplement par un filtre sociologique qui est que l'animal à 5 pattes que recherche l'institution pour faire exister un espace démocratique n'existe pas. Et donc, l'astroturf, pour moi, il vient souvent se greffer dans ces espaces-là, dans ces arènes-là, où on ne va pas toujours repérer de prime abord le fait que tel ou tel ancien consultant de l'industrie pharmaceutique, finalement, est là pour défendre des intérêts tiers. Donc ça, ça pose par exemple, un sujet de recherche qui serait assez intéressant, c'est à quel point les fonctionnaires ou les administrateurs qui sont dans ces instances-là sont dus ou pas de l'arrivée de ce type d'acteurs-là, d'astroturf, ou est-ce qu'au contraire, ils voient ça comme un moyen d'animer des espaces qui sont relativement désertés. Pour poursuivre sur ce que permet l'astroturf et en quoi ça peut être intéressant à explorer d'un point de vue des sciences sociales, moi, j'avais fait, sans forcément l'anticiper, j'avais rencontré sur Bruxelles des animateurs d'une fédération patronale qui défendait, à l'époque, c'était du verre d'emballage. Donc là, on parle il y a 10 ans, il y a un peu de prescription, on parlait un peu librement, mais donc à l'époque, des grands groupes du verre d'emballage avaient une confédération patronale, comme celle du CIFIC sur les produits chimiques tout à l'heure, ou d'autres que j'ai nommés, mais là, ils défendent le verre, qui est les bouteilles en verre. Et leur ennemi principal, à l'époque, c'est les bouteilles en plastique. Et notamment, ils sont inquiets du fait que de plus en plus, par exemple, de fabricants de vin diffusent leurs produits dans des bouteilles en plastique et plus seulement en verre, alors que le verre était réputé aller avec la consommation du vin de qualité. Ils sont inquiets aussi du fait que de plus en plus de fabricants, notamment Coca-Cola ou autres, délaissent le système des consignes, etc. Et donc, les groupes derrière cette confédération patronale, ils sont connus, c'est des groupes comme Saint-Gobain, etc., qui ont une confédération patronale. Ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que cette confédération patronale a une agence sur Bruxelles qui l'aide à porter ses points de vue. Et cette agence, c'est elle qui va produire la proposition de fabriquer une forme d'astroturf. Donc là, l'astroturf, il est pour moi assez clair dans le fait qu'on va mettre en avant l'idée qu'il existerait un mouvement de citoyens en Europe qui défendent le verre d'emballage et qui le défendent très fortement, notamment pour des raisons écologiques. Alors, c'est d'autant plus rigolo que l'argument écologique, par exemple, en interne, c'est un clivage très fort parce que fabriquer du verre d'emballage, ça produit beaucoup de CO2. Parce que pour faire du verre, il faut des fours. Et que notamment la guerre autour du rachat des droits d'émission de carbone, c'est une des guerres internes très fortes dans la Confédération. Mais donc, la Confédération va donner finalement un chèque en blanc à une agence de relations publiques sur Bruxelles pour monter une forme de mouvement citoyen qui défend le verre contre d'autres formes d'utilisation de récipients. Alors, je me suis retrouvé à assister à une réunion interne de la Confédération patronale en lien avec l'agence de communication. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas du tout un dispositif que les clients, enfin que les grandes entreprises derrière la Confédération ont accepté facilement. Il y avait toujours cette peur du dévoilement, cette peur finalement que des entreprises très installées, comme Saint-Gobain que j'ai pu citer ou d'autres, se retrouvent à devoir composer avec un scandale ou un dévoilement très, très fort. L'autre problème qui se posait à l'époque pour les gens qui étaient derrière Friends of Glass, c'est que les campagnes qui étaient menées ou les formes de publicité qu'on menait sur les réseaux sociaux, on ne contrôlait pas finalement
complètement les usages qui allaient être faits par le destinataire final. Et ça aussi, les firmes commanditaires étaient un peu gênées par ce genre de position-là. Et notamment, ce qui était gênant, c'est que je me souviens, ils voulaient faire un jeu sur Facebook où les gens recyclaient une bouteille en verre, comme une espèce de chaîne, comme il y a des jeux des fois sur Facebook. Donc, on ne savait pas si des mineurs allaient être impliqués. Et comme les bouteilles elles pouvaient aussi contenir de l'alcool, ça posait des questions finalement d'image de marque de ces entreprises au rapport de la consommation d'alcool qui ne posaient pas des campagnes plus classiques sur les produits tels qu'elles pouvaient les mener. Donc, en fait, il n'y avait pas du tout de consensus interne sur l'utilisation de cette technique-là, notamment parce que les personnels des agences de communication mettaient en avant des formes de campagne ou de mise en forme de communication qui semblaient trop incertaines pour les financeurs qui étaient en premier lieu. Par contre, ce qu'achetaient volontiers ces grandes entreprises, c'était toute la partie, on va dire, veille et monitoring. Donc là, on est en 2010, mais l'utilisation, par exemple, de Radian 6, qui est ce logiciel qui permet de surveiller les réseaux sociaux de façon un peu systématique sur certains produits, etc., des logiciels assez chers, mais que l'entreprise s'est manifestée, ou même l'animation sur Facebook de façon réactive pour réagir aux médias, tous ces éléments-là étaient intéressants, notamment ils avaient un community manager qui intervenait auprès des radios dès que des gens disaient qu'on pouvait boire dans des bouteilles en plastique. Le dernier point que permettait ce type de support, c'est le fait de pouvoir intervenir dans des consultations, éventuellement avec notre casquette. Donc, moi, celui que j'avais observé n'était pas allé aussi loin, mais l'idée, c'est d'imiter Friends of the Earth. En fait, Friends of Glass, le point d'horizon, c'est les terminologies de type ONG et aller pouvoir porter finalement une critique autour de ça. Voilà. La grosse différence je vais terminer sur ce dernier point, depuis les années 2010, c'est que je pense que ces grands groupes aujourd'hui ont beaucoup moins peur de déléguer à ce type d'opérateurs des campagnes et que les influenceurs sont plus nombreux pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que finalement, l'ajustement entre l'outil et les débouchés apparaît plus clairement. C'est-à-dire que une des zones qui n'est pas couverte généralement par les techniques de lobbying classiques, ce sont au niveau bruxellois, en tout cas, c'est le Parlement européen, qu'on couvre très bien avec des communiqués, etc., mais il n'est pas forcément toujours utile de refaire en plus un événement avec le logo de la Confédération patronale dans le Parlement. Or là, on peut avoir une forme d'intervention. Donc, on va dire que l'insertion dans la panoplie institutionnelle, elle s'est faite de façon plus précise. L'autre mutation très forte qui s'est passée, je vais en dire un mot après, c'est l'explosion du marketing digital, qui permet finalement de routiniser cette technique-là. Il y a de plus en plus d'agences qui utilisent les réseaux sociaux pour mener des campagnes, qui savent jouer avec les algorithmes des réseaux sociaux, et ça, c'est quelque chose qui s'est beaucoup stabilisé. Et du côté des décideurs aussi, Twitter est devenu beaucoup plus important. Il n'y a pas un homme politique qui n'a pas son compte Twitter aujourd'hui. Et donc ça a vraiment été un basculement d'une dizaine d'années. Et enfin, le dernier enjeu, et c'est sur ça que Ortega a la raison, le dernier livre qu'on a pu écrire avec Stéphane Frère et Stéphane Aurel, c'est que la science réglementaire, qui était au départ plutôt le canal qu'on utilisait pour faire de la croyance politique, c'est-à-dire de faire la politique au calme avec des gens responsables d'agences chimiques européennes ou autres, elle est aussi devenue un argument en destination des hommes politiques. Et donc, du coup, ça a justifié le fait qu'on puisse utiliser la hauteur, forme de type celle que je vais développer maintenant. Alors là, par exemple, il me reste combien de minutes? Je suis désolé. 2 minutes, 3 minutes? 5, mais il faut des questions. Donc, oui, 2-3 minutes. Voilà, je ne vais pas être long, je termine ce slide-là. Mais les gars ont la raison, pour moi, c'est le début, c'est quand on commence à se rendre compte à Bruxelles avec certains collègues qu'il y a maintenant des ONG qui défendent la science au nom des citoyens qui se déplacent pour aller défendre la science auprès des eurodéputés, et notamment une ONG qui s'appelle Sense About Science. Sense About Science, c'est une ONG qui va organiser des événements au Parlement européen devant des eurodéputés, en demandant aux eurodéputés d'utiliser les arguments scientifiques pour fonder leur régulation. Et on est en pleine campagne à l'époque pour le glyphosate. Et en gros, le plaidoyer, c'est de dire si vous devez réguler ou interdire le glyphosate, partez de ce que dit la science. La science réglementaire et donc la science qui comprend aussi des articles financés par Monsanto ou autre. Mais donc, il y a cette idée de dire utiliser l'état du champ scientifique, enfin des débats scientifiques pour prendre vos
vos décisions. Et les gens qui interviennent au Parlement européen sont présentés comme des citoyens ordinaires. Donc là, ce garçon, Panayotis Santonis, il est présenté comme étudiant en mécanique grec. Il vient s'adresser aux députés en disant je peux vous montrer la vidéo tout à l'heure, pour moi, les preuves scientifiques sont importantes. Et après lui, il y a une mère de Hongrie, il y a un chasseur du Danemark, enfin, présente les individus que par des attributs type ordinaire, quoi. Sauf que ce garçon, il est aussi, à la même époque, employé par le Bureau européen de lobbying de Toyota. Et il travaille à Bruxelles pour Toyota. Et ça, c'est mentionné nulle part sur le programme. Et donc là, on a une espèce de mutation de l'AstroTurf, qui est l'importation de la technique du citoyen ordinaire, mais appliquée à quelque chose qui était plutôt jusqu'ici dans l'arrière-boutique du lobbying, à savoir la discussion scientifique. Et là, on a, si on lit des Monsanto Papers, par exemple, la transposition du principe de l'AstroTurf à la dimension science réglementaire. Le Sense of Bad Science, donc c'est financé essentiellement par des industriels, c'est animé par des militants qui se définissent eux-mêmes comme libertariens pour le marché, etc. Mais les commanditaires, en amont, on peut les retrouver notamment dans les Monsanto Papers. Ces Monsanto Papers, vous savez, c'est ces documents qui ont été ouverts par la justice américaine à la suite des procès qui ont été faits à Monsanto et donc les Bayer pour l'utilisation du glyphosate. Et donc, quand on ouvre ces archives, ce qu'on voit, c'est que finalement, aujourd'hui, Monsanto envisage sa stratégie de communication par 4 canaux. Le premier canal, le lien numéro 1, ici, European Crop Protection Association, ça, c'est les confédérations patronales qui sont classiques et qui vont aller voir les commissaires européens et ces acteurs administratifs, on va dire. Hein. Donc, c'est les confédérations européennes des fabricants d'OGM. Et puis, vous voyez tout de suite en dessous le tailleur numéro 2. Moi, il m'intéresse plus particulièrement aujourd'hui parce que ça va être academics, donc c'est viser les académiques qui produisent des données sur les OGM. Et puis ici, Sense of Bad Science, vous voyez, là, c'est le troisième dans le tailleur 2, tailleur 2, c'est-à-dire des associations de citoyens ordinaires qui défendent la science auprès des régulateurs. Et ça pour moi, c'est une mutation. C'est-à-dire aujourd'hui, l'AstroTurf, il n'est pas simplement utilisé pour défendre des produits, il est utilisé pour défendre de façon transversale l'idée que le régulateur devrait intégrer des données issues de la science réglementaire. C'est ce qui explique notamment que je me suis intéressé après à la médiation scientifique et à la diffusion de ces arguments dans les milieux de la médiation scientifique en France, notamment en France, pour les 50 ans de l'Association française pour l'information scientifique. Sense of Bad Science était présenté par exemple comme une association amie internationale et a été invitée au Palais de la Découverte au milieu d'autres militants de la science ordinaire. Donc là, ça pour moi, c'est une mutation du travail d'influence dont on retrouve les racines, là encore, aux États-Unis, qu'on peut retracer et qu'on retrace en partie dans les gradins de la raison, en montrant que ce qui fait aujourd'hui, on va dire, le nerf de la guerre des entreprises qui défendent ce type de tactique, c'est la défense de la science amateur ou de la sound science auprès des décideurs, mais souvent aussi en passant par des relais qui ont une apparence très désintéressée et qui sont désintéressés car ils sont des amateurs de science. C'est ce type de parcours, on le voit notamment dans le parcours de Jay Barnes, qui est l'ancien monsieur relations publiques de Monsanto, qui a quitté Monsanto pour monter sa propre entreprise de digital marketing, d'influence digitale, et qui s'appelle Vifluence, et qui travaille, alors, entre autres pour Monsanto, mais maintenant à plein d'autres clients, et dont la fonction est de tenir des fermes de contenu où des gens qui sont repérés sur Internet vont pouvoir venir récupérer. Si vous avez des codes, vous rentrez sur le site qui s'appelle Bonus Eventus, vous téléchargez des arguments, et après, vous pouvez les tweeter. Alors après, avec tout un système les gens sont payés au tweet, le trade à un certain prix, si vous avez tant... Enfin, voilà, donc il y a toute une écologie après de l'influence digitale, mais cette idée de l'AstroTurf est restée, c'est-à-dire on va mobiliser des gens qui sont en apparence des citoyens ordinaires, et on va les mettre au travail pour diffuser de façon dégriffée, c'est-à-dire sans la mention de la marque, des arguments pour montrer que ces arguments viennent par en bas. Et ça, on en a en France beaucoup d'exemples parce qu'on avait un milieu de la médiation scientifique et de la médiation amateur très développé. Hein. Et notamment, la première fois que le terme, par exemple, climato-sceptique apparaît en France, c'est sur un blog de quelqu'un qui s'appelle Charles Muller, hein, qui est ici, c'est un pseudo, hein, et qui importe, alors même qu'il a un entreprise au conseil, il importe beaucoup d'éléments venus des États-Unis en termes de climato-scepticisme. Et donc aujourd'hui, c'est décuplé, on ne parle plus de blogs, mais de réseaux sociaux, de fermes de contenu, etc. Et on a toute une diffusion
de ces arguments par des acteurs qui ont une forme de proximité vis-à-vis des autres. Alors, parmi ces acteurs, il y a toute la dimension, on va dire, youtubeur, que je ne vais pas avoir le temps de développer là, mais on va peut-être en revenir dessus dans les questions, et notamment toute la logique d'influence par YouTube et par les vidéos de diffusion d'amateurs de sciences qui se répand aujourd'hui très très fortement, à tel point que Jamie est devenu un actionnaire principal de Webedia, Jamie de C'est pas sorcier, et tient aujourd'hui plusieurs chaînes de vulgarisation scientifique qui sont en vérité, pour la plupart, des chaînes de valorisation de contenu pour des acteurs privés qui cherchent à valoriser leur contenu. Et on y reviendra sans doute dans la discussion. Donc voilà, donc, je vais dire que c'est encore beaucoup de choses que je n'ai pas eu le temps de développer, mais que c'est un objet, l'astroturf, qu'il faut vraiment continuer à creuser en sens social, et que parmi les questions qu'il permet de poser, c'est notamment, ça nous interroge sur qu'est-ce qui fait autorité citoyenne dans l'espace public, qu'est-ce qu'il faut avoir comme capitaux, comme ressources, pour porter de façon crédible une parole de type citoyenne, dans quelle mesure les régulateurs y croient ou pas quand ils voient ce type de mouvement, et quelles sont les conditions du côté du marché pour que ça apparaisse. Voilà, je pense que c'est un objet qui reste à creuser et qui, pour toutes les raisons que j'ai évoquées là, en tout cas, ne doit jamais être dissocié de ce que font les régulateurs et de ce qu'attendent les régulateurs en termes d'augmentation citoyenne de leur côté. Voilà. Je vais m'arrêter là. Bien, merci beaucoup Sylvain pour cette présentation très claire et puis qui pose, c'est vrai qu'il soulève pas mal de questions. Est-ce que tout d'abord il y a des questions au travers des participants? Est-ce que si vous souhaitez prendre la parole, poser une question, donc n'hésitez pas. On va ouvrir la discussion. Bon, on a pris un peu de retard, mais c'est pas catastrophique. On rattrapera au fur et à mesure. Oui, et si voilà, vous pouvez la poser directement ou la poser dans le chat et on la reposera de vive voix. Bonjour, Yvon Monem, je peux poser une question? Allez-y. Oui, deux petites questions. Est-ce que les instances européennes, par exemple, ont une action en direction de ces pratiques d'astroturfing? Est-ce qu'elles en ont conscience et est-ce qu'elles mènent des politiques? C'est la première question. Et la deuxième question, est-ce qu'on trouve des acteurs, anciens parlementaires, anciens commissaires, qui eux-mêmes, de près ou de loin, participent de ces politiques d'astroturfing? Alors, la réponse à qu'est-ce que fait la Commission par rapport à ça? La Commission a essayé de traiter ces questions de lobbying tout au long des années 2000 à travers la rhétorique de la transparence. Donc, on a mis en place un registre transparence. Si une agence de relations publiques travaille sur Bruxelles pour un grand groupe sans dire qu'elle travaille pour ce grand groupe-là, elle peut être elle-même entreprise de communication, peut être sanctionnée. C'est arrivé notamment à G+, par exemple, qui avait à l'époque oublié de déclarer qu'il travaillait pour Gazprom. Et donc, la Commission l'avait suspendu de son accès au Parlement pour quelques mois. Mais ces sanctions, elles s'abattent sur l'entreprise de communication. Et rien n'empêche de créer, sur la base du droit belge, une association internationale sans but lucratif avec 5 ou 6 anciens cadres pharmaceutiques qui vont aller défendre l'intérêt des patients. Ça, c'est totalement autorisé. Rien n'empêche une lobbyiste d'une entreprise de communication qui travaille pour Merck de créer ou de participer à une association de défense des gens qui ont la migraine. C'est tout à fait autorisé. Donc, il n'y a pas véritablement de sanctions. Après, la question de l'efficacité, ça, c'est encore autre chose. Moi, je pense que beaucoup de ces outils-là, en vérité, déjà sont peu efficaces une fois qu'ils sont dévoilés et après sont surtout efficaces en complément d'autres pratiques d'influence. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a une petite distance à prendre aussi par rapport. Je pense que c'est un sujet qui est intéressant pour les sociologues et les sciences sociales parce qu'il dit beaucoup de choses de comment fonctionne Bruxelles ou d'autres arènes. Après, est-ce que c'est vraiment toujours l'outil le plus pertinent? Voilà. Je pense que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, oui, ça a beaucoup d'influence pour cadrer des médias, mais directement auprès du régulateur, ça reste encore à prouver empiriquement. Merci pour ces premières réponses. Il y a une question dans le chat. Peut-on qualifier l'étude falsifiée de The Lancet comme relevant de l'astroturfing, posée par Will Gamma? Alors ça, ce serait intéressant. Alors, non, parce que pour moi, l'astroturfing, il y a quelque chose de particulier. C'est du science washing, à la limite, si c'est avéré que c'est des entreprises qui ont fait ça derrière. Mais l'astroturf, et la base de l'astroturf, c'est le citoyen ordinaire.
Je mène ma stratégie de lobbying en faisant en sorte qu'on ait l'impression que ça vienne par en bas, entre guillemets, comme dirait Raffarin à l'époque. Et là, en fait, c'est la science qu'on recherche. Là, on recherche l'autorité du savant, on recherche la revue savante, le Lancet, etc. On recherche le nettoyage par la science. Là, le AstroTurf, ce serait l'équivalent, ce serait un mouvement de citoyens qui réclamerait un certain type de vaccin, par exemple, qui voudrait le vaccin de tel vaccin et pas un autre. Ou un conglomérat de pharmaciens qui pousserait pour qu'on ait un mouvement par en bas de troisième dose vaccinale. Voilà, ça, ce serait une forme d'AstroTurf. Mais il y aurait ce côté citoyen spontané qui part en bas, se mobilise, donnant l'apparence d'un mouvement de masse. Merci. Camille Alloin qui lève la main. Camille, vas-y. Oui, bonjour. Merci pour cette présentation. Moi, ce que j'ai bien aimé que vous reveniez sur les vidéastes sur YouTube et leur positionnement et parfois la confrontation entre des autorités, on va dire, issues de critères réputationnels avec des autorités plus classiques telles qu'on a l'habitude de les voir se former. Moi, je me demandais, au-delà, c'est un peu le sujet de ma communication, au-delà des répertoires d'actions qui sont employés un peu par plein de types d'acteurs, est-ce qu'en fait, aujourd'hui, la légitimité des approches d'astroturfing est de plus en plus presque revendiquée par les acteurs? J'ai envie de dire, est-ce qu'on n'est pas face à de l'astroturfing décomplexé? Et par rapport aux questions notamment des rationalistes, des libertariens, des zététiciens, etc., qu'on voit partout en ligne, vous avez des journalistes, par exemple, comme Emmanuel Ducrot, hein, c'est ça, qui est ouvertement payé par des lobbies industriels et qui le revendique ouvertement, alors que d'habitude, dans la littérature de l'astroturfing, on est plus dans l'idée qu'il faut le cacher, le masquer, essayer de le détourner. Et je me demandais, en fait, est-ce que, à votre avis, par divers phénomènes médiatiques ou autres, on n'est pas dans une forme, je ne sais pas si le terme est bon, moi je suis au Québec, il est que 8h30 du matin ici, mais est-ce qu'on n'est pas dans de l'astroturfing décomplexé? Est-ce qu'au final, le critère du faux, du masqué, c'est quelque chose en fait qui va avoir tendance à disparaître face aux formes de mobilisation? Et puis, à partir du moment où on est soutenu, on peut revendiquer des liens, on peut ouvertement s'afficher comme étant, comme revendiquant une cause, et puis comme faisant en recherche du cherry picking ou en tant que journaliste en disant, oui, moi je vais faire des formations avec des industriels, et alors? Pour faire du bon astroturfing, vous travaillez une écologie de réseaux sociaux. Les professionnels que moi j'ai rencontrés vous expliquent qu'en fait, il faut du Ducrot, c'est-à-dire des gens qui ont quand même pas mal de followers, d'abonnés, qui sont des personnalités publiques, qui ont un accès aux médias classiques. Et puis, il vous faut travailler et relayer des énoncés qui après vont être faits par des gens qui ne sont pas des figures médiatiques, en fait. Et là, le point de croisement, il est là-dessus. C'est-à-dire que si vous voulez, le principe de ce qui se joue sur les vidéos sur YouTube, par exemple, pour expliquer simplement, c'est que si une entreprise comme Bouygues, demain, fait une publicité et la met sur sa chaîne officielle sur le site de YouTube, en fait, YouTube va la repérer comme une publicité commerciale et va la massacrer dans ses algorithmes. Donc, par rapport à ça, tout un tas d'agences ont proposé comme service de repérer des gens qui travailleraient sur les questions je ne sais pas, par exemple, de sciences, et de valoriser le travail de Bouygues, d'ingénierie de Bouygues, qui est une entreprise française qui fait de la construction, sous l'angle du travail d'ingénieur. Et donc, vous avez une belle vidéo comme ça d'un vidéaste scientifique amateur qui défend la science, qui explique comment on fabrique des tunnels. Et ce qui est très intéressant avec un vidéaste qui fait de la science, nous explique un des consultants, c'est que finalement, on peut l'utiliser pour plein de clients, en fait, parce que beaucoup de clients ont des savoirs de type technologique ou innovation. Mais ce qui est recherché, ce n'est pas la notoriété de ce vidéaste-là. Ce qui est recherché, c'est son apparente sincérité, sa proximité aux citoyens ordinaires. Et pour moi, dans la dimension AstroTurf, encore une fois, il y a la dimension Jean de la rue ou la dimension… une des agences utilisait ça en disant si vous voulez vendre vos outils pour un bricoleur, rien de vaut qu'avoir quelqu'un qui a vraiment les mains dans le cambouis devant son établi, dans son garage, et qui fait une vidéo dans un truc sous-éclairé. Parce que si vous en avez 4-5 comme ça avec qui vous avez réussi à négocier, vous pouvez avoir déjà des achats d'espace plus percutants qui vont aller toucher des gens et déclencher de l'achat parce qu'ils ont un meilleur endorsement, comme on dit, que des personnalités publiques et privées connues, les médiatiques. Et de l'autre part, ça vous coûte moins cher en achat d'espace.
Et donc, c'est pour ça qu'on voit fleurir aussi des formes de… je voulais vous montrer ça en 2 secondes. Voilà, par exemple, des outils comme Tracker, qui sont des outils… voilà, Tracker, c'est un logiciel qui est utilisé par beaucoup d'agents d'influence digitale qui vous aide à trouver le bon YouTuber par rapport à votre commercial. Et donc, par rapport à ce que vous propose ce logiciel-là, c'est de repérer des YouTubers, alors avec tout un système aussi de repérer les faux abonnés, est-ce qu'ils sont des vrais abonnés, des faux abonnements, est-ce qu'ils ont vraiment la communauté qu'ils prétendent avoir, et en même temps, voir combien ça coûterait si on devait faire une vidéo pour ce nombre-là de followers, si on devait payer de l'achat d'espace sur YouTube, et combien ça coûterait si on discute avec lui. Est-ce qu'il va accepter d'être contracté? Est-ce qu'il va accepter juste un synopsis? Est-ce qu'il va accepter peut-être qu'on fasse un placement de produit déguisé? Donc, il y a toute une marge de négociation. Mais donc, maintenant, toute la zone de négociation, c'est cette espèce de zone de contact entre le citoyen ordinaire qui est capable d'ouvrir une chaîne YouTube et faire des vidéos. Et voilà, donc en fait, ça, on le voit très bien sur les produits de maquillage. Tout le monde peut se dire, bon, ben voilà, il y a une influenceuse, elle reçoit des produits de maquillage de chez L'Oréal, chez elle, et elle va… c'est du placement de produits, plus ou moins, voilà. Mais il faut vous dire, ouais, ça marche exactement pareil que le glyphosate, en fait. Voilà. Le glyphosate, si vous trouvez un agriculteur qui a une chaîne de YouTube qui parle d'agriculture au quotidien, d'avoir un moment sur quel type de pesticides il utilise et dire que lui, il en a besoin, il ne pourrait pas faire tourner son exploitation sans ça, mais que la fois d'avant, il a fait une vidéo sur le suicide des paysans, ça a plus de poids que si vous faites juste une campagne en disant le Roundup, c'est génial. Voilà. Donc ça, c'est ce genre de mutation-là qu'on va observer. Après, que les personnalités médiatiques soient plus décomplexées qu'avant sur les ménages qu'elles font, ça oui, ça aussi, c'est peut-être une évolution à laquelle je n'avais pas forcément pensé et à laquelle vous avez raison. C'est-à-dire que peut-être ces journalistes-là, aujourd'hui, depuis une ligne libérale, assument plus que par le passé leur ménage, le fait de travailler aussi pour des entreprises, etc. Et ça, c'est un effet retour aussi du discours sur la science. Parce qu'ils vont vous dire, mais c'est pas grave si je suis payé par Monsanto si c'est pour dire que 2 plus 2 font 4. Parce qu'ils ont raison de dire que 2 plus 2 font 4. En fait, ils ne disent jamais 2 plus 2 font 4. Ils ne consolident pas des énoncés scientifiques pour le bien commun. Ils défendent l'acceptabilité de leurs produits. Donc, c'est là qu'il y a une forme de jeu de dupe. Mais vous avez peut-être raison, effectivement, la mutation, elle se joue peut-être aussi du côté plus assumé, du côté de certaines figures médiatiques. Mais ça, du côté des figures médiatiques, pas forcément du citoyen ordinaire dont on cherche toujours la spontanéité, le bénévolat, le désintéressement. Merci. Il y a on va prendre une dernière question de Renaud, mais c'est vrai que je rebondis juste sur la science. C'est vrai que sur ce que vous rapportiez sur la science, c'est pas la science qui est reportée par certains citoyens, c'est un état de la science dans lequel on met volontiers sous le tapis les controverses et le fait que beaucoup de scientifiques discutent des paradigmes. C'est l'état de la science ou le paradigme scientifique tel qu'il est voulu et défendu par l'industrie, bien souvent. Bon, voilà, c'est un peu, je rapporte ma casquette glyphosate là sur le coup. Et je cède la parole à Renaud pour une dernière petite question avec une petite réponse. Et puis ensuite, on pourra discuter par chat et puis pour qu'on puisse entamer la première table ronde. Merci Renaud. Oui, bonjour, merci à vous et merci à Sylvain Laurès. Ma question, elle porte sur cette impasse de définir la vraie ONG qui pourtant est probablement très intéressante. Et il y a quand même des batteries de critères qui existent et je me demandais comment on peut les approfondir. Donc, vous parliez de la difficulté à avoir du côté des financements, plus de 51%, notamment des ONG financées par la philanthropie. Est-ce que dans le cas des structures d'astroturfing, c'est vraiment de la philanthropie ou c'est du financement brut? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a émission de reçu fiscal de la part de la structure d'astroturfing en tant qu'asso loi 1901 en direction de l'entreprise? Parce que pour obtenir ces reçus fiscaux, il faut avoir l'intérêt général. Donc, du coup, il y a quand même ces 2 éléments, le côté follow the money pour être sûr de qui finance et le côté critère fiscal de l'intérêt général. Il y a la reconnaissance d'utilité publique, il y a un certain nombre de choses. Donc, se payer un site, c'est une chose avec des faux groupes locaux, mais derrière, apporter de l'information sur ce point, ça devient difficile. Et donc, est-ce qu'avec ces 2 approches de suivre l'argent et des notions d'intérêt général, on pourrait quand même capturer et faire des recommandations à la Commission européenne, ou en tout cas au gouvernement français, on pourrait capturer les critères de la vraie ONG? Merci. Oui, je pense que c'est un des enjeux. Depuis la loi Fillon, le critère reconnu d'utilité publique sont de plus en plus faciles et il y a beaucoup, notamment dans l'alcool, il y a eu l'ancien fonds de groupe scientifique, l'IREB, l'Institut de recherche sur les boissons, qui était financé par Ricard. Maintenant, c'est devenu une fondation de lutte contre l'addiction.
Et donc là, il y a une mutation au nom de l'utilité publique qui s'accélère avec une difficulté française à trouver, à chercher et à tracer l'argent, parce que pour le coup, on n'a vraiment accès à rien. Dans le cas belge, c'est déjà un peu plus facile parce que déjà, on peut télécharger facilement sur le registre du commerce belge une partie on peut télécharger les statuts et on peut aller après sur le site de la BNB avec le numéro de TVA et récupérer une partie des comptes déclarés. Mais là aussi, tout n'est pas toujours déclaré, il y a encore beaucoup de manques. Et moi, j'étais assez surpris. J'avais été notamment auditionné pendant la loi Sapin à l'Assemblée sur la question de qu'est-ce qu'on doit mettre dans le registre transparence. Et moi, j'avais préconisé non pas seulement de mettre le nom d'une entreprise de consulting, mais d'interdire finalement l'enregistrement sur le registre transparence à toute entreprise qui n'aurait pas déposé ses comptes sous ces 2 dernières années. Parce qu'en fait, en France, on a un problème, c'est qu'on a beaucoup d'entreprises de consulting qui ne déclarent pas, qui ne déposent pas au tribunal de commerce leur comptabilité. Donc, et souvent, c'est des entreprises éphémères qui disparaissent au bout de 2 ou 3 ans. Donc, même si j'ai le nom de l'entreprise quelque part sur le registre, je n'ai pas toujours les clients, je ne sais pas combien ils gagnent, est-ce que c'est une vraie boîte ou est-ce que c'est très important ou pas. Et donc là, il y a un problème de visibilité, de comment on crée de la transparence en cascade. Et je pense qu'un bon indicateur, ce serait de dire, si une boîte n'a pas déposé des comptes au fisc, elle n'a pas le droit d'accéder aux parlementaires. C'est un truc, voilà, ce serait intéressant de créer ce genre de logique en cascade. Après, la limite de ces logiques de transparence, c'est que vous pouvez faire tous les registres que vous voulez. Si vous enregistrez une inégalité dans les ressources entre citoyens et entreprises, elle existe toujours, même si vous la photographiez avec un registre. En fait, et c'est ça le problème, c'est qu'il y a vraiment une inégalité structurelle sur... J'avais compté que voilà, une des plus grosses ONG à Bruxelles, c'est Greenpeace. Elle a en gros 4 millions d'euros budget par an avec 15 salariés. Le CEFIC, c'est 10 fois plus. Rien que le CEFIC, juste le CEFIC, c'est 10 fois plus. C'est 40 millions d'euros de budget, 150 employés. Donc, même si on a des outils de transparence, une fois qu'on a enregistré ces données dans un registre transparence, on a fait vraiment qu'une toute partie du chemin. Et je termine juste, quand je parlais tout à l'heure du glyphosate, bien sûr, je suis tout à fait conscient que l'état de la science dit que le glyphosate est cancérogène. Je parlais de science réglementaire. En fait, j'aime bien utiliser ce terme-là, parce que du côté de la science réglementaire, comme on prend en compte les études financées, cette vérité scientifique établie devient quelque chose de plus flou. Voilà. Et je pense que c'est intéressant comme outil de distinguer la science réglementaire, qui est une espèce de science un peu artefact, qui cherche à faire des taux, des valeurs limites, des normes, et puis ce qui est de l'ordre du champ scientifique en lui-même. Bien, merci beaucoup. Je vais